que nous avions vu ou que cette cookie, cette session start doit impérativement être placée au-dessus de la partie HTML. Nous pouvons donc ensuite passer dans la page elle-même pour gérer les sessions. Voyons maintenant comment créer une variable de session. Pour cela, il faut savoir que les sessions sont elles aussi stockées dans un tableau qui se nomme session. Et nous allons donc en l'occurrence prendre comme exemple la session. Je vous propose de reprendre par exemple l'enregistrement du log que nous avions fait avec les cookies. Nous allons donc enregistrer cette session, cette nouvelle session qui va s'appeler log, donc avec la même valeur, à savoir Jean. Voilà. Voilà, notre enregistrement de session est désormais opérationnel. Il suffit maintenant de pouvoir l'exploiter. Comme nous l'avons fait aussi précédemment, je vais vous proposer de passer d'une page à l'autre pour témoigner le fait que la valeur de session est bien enregistrée. Je vais commencer d'ailleurs à enregistrer cette page dans mon répertoire 5. Je vais l'appeler donc session 1 pour commencer. Voilà, excusez-moi. Session 1. Et je vais créer une nouvelle page qui, elle, aura pour fonction d'afficher la session elle-même. Donc dans cette session, je peux peut-être d'ailleurs rajouter un titre. Donc voilà. Nous allons maintenant créer une seconde page à partir d'une page modèle comme nous l'avons fait précédemment. Et dans cette page, nous allons ajouter un petit script de lecture de session. Donc nous allons faire par exemple echo votre log en session, et voilà, comme nous l'avions fait un peu avec les cookies, et nous allons rappeler donc la valeur du log de session, crochet, log et crochet. Voilà, bien évidemment, comme je vous l'indiquais précédemment, vous devez mettre en haut de cette page ici la session start. Nous allons la copier à partir de la page précédente pour gagner un peu de temps. Voilà, de sorte à ce que nous puissions exploiter les variables de session. Ne pas oublier cette déclaration initiale: dès lors que vous désirez utiliser les sessions, il faut impérativement avoir un session start en tête de page. Je vais enregistrer cette page sous un nom, donc dans mémorisation, dans le répertoire 5, sous le même nom, session 2 en l'occurrence. Voilà, ce qui est fait. Nous allons donc créer un lien hypertexte en bas de cette page qui permettra d'accéder donc à la page session 2 que nous avons créée précédemment. Donc session 2, et nous allons libeller ce lien vers session 2. Enregistrons cette page et testons-la dans le navigateur. Cliquons donc sur session 1 dans un premier temps. Théoriquement ici la variable de session devrait être créée. Nous allons nous en assurer en cliquant sur le lien 2. Comme vous pouvez le voir, votre log en session est Jean. Il a bien mémorisé donc l'information, la valeur que nous avons attribuée, comme vous pouvez le voir, la ligne 14 ici, à la session log. Nous allons maintenant nous intéresser à la suppression de la session, comme nous l'avons fait précédemment avec les cookies. Nous allons donc revenir dans la page session 1 et nous allons créer un second lien qui va s'appeler donc suppression de la session. Nous allons envoyer ça vers un fichier que nous allons nommer subsession. Et nous allons tout de suite créer ce fichier pour pouvoir l'utiliser. Enregistrons cette page.
Nous allons repartir de notre précédente page session 2 pour créer la page de suppression de session dans le répertoire 5 avec les autres fichiers. Ne pas oublier d'indiquer en haut de page la déclaration de session start. Nous allons donc ici ensuite simplement utiliser la fonction unset qui permet de supprimer une information dans un tableau. Nous connaissons donc le nom de notre session à supprimer. Voilà, unset avec une parenthèse. Donc avec cette fonction, la session log que nous avions créée précédemment devrait disparaître du tableau et du coup ne plus être exploitable. Évidemment, nous risquons de retrouver le même problème que nous avions avant. Si nous utilisons l'affichage du log comme nous l'avons indiqué ci-dessous, il est préférable à ce moment-là de conditionner cet affichage par l'existence de la session en question. Voilà. Nous allons donc faire cela avec une fonction iset, de sorte à conditionner cet affichage et éviter d'avoir un petit warning. Nous allons enregistrer cette page, retourner dans la précédente et tester l'ensemble dans le navigateur. Ouvrons donc la première page pour créer la session, session 1. Nous avons le second lien sur lequel nous allons cliquer pour la supprimer. Nous voyons que la suppression a été effectuée. Nous n'avons rien qui s'affiche à l'écran, ce qui est normal puisque nous n'avions pas demandé de texte. Si nous retournons maintenant dans notre page initiale et que nous cliquons de nouveau sur session 2, nous recréons une nouvelle session qui porte le même nom. Nous vous proposons maintenant de revenir sur le code que nous avions réalisé dans un chapitre précédent. Nous allons fermer ces fichiers. Nous allons ouvrir le système de login que nous avions réalisé dans une précédente structure. Voilà. Ainsi que la page à laquelle nous aboutissions, qui était la page privée. Donc page privée. Voilà. Nous avions donc déjà développé cette structure de login qui, je vous le rappelle, permettait de détecter si le code de l'utilisateur était correct et rediriger, dans le cas où ce code était correct, l'utilisateur sur la page privée. Cependant, lors de cette première expérimentation, je vous avais fait remarquer que la page privée n'était pas protégée. Nous allons maintenant utiliser les sessions pour remédier à ce problème et ajouter une protection qui permettra d'éviter que les personnes qui ne se sont pas loguées puissent accéder à la page privée. Ouvrez la page login, déclarez en tête de page session start pour pouvoir utiliser les sessions comme je vous l'ai préconisé juste avant. Dans le bloc de code qui détecte si le code est bon, nous allons cette fois initialiser une variable de session, donc que nous allons utiliser par exemple code, que nous allons initialiser avec le code qui a été saisi, 2, 3, 4. Voilà, nous allons maintenant basculer dans la page privée. Celle-ci doit donc posséder en tête une fonction session start semblable à celle de la page précédente, de sorte à se connecter sur les sessions. Donc nous allons ensuite ajouter dessous une structure de choix qui permettra de tester si la variable de session, $_session, donc que nous avons nommé code, existe.
Si cette variable existe, nous avons donc accès à la page. Dans notre cas, nous désirons donc renvoyer les utilisateurs vers la page de login si elle n'existe pas. Nous allons donc inverser cette fonction en plaçant devant un signe point d'exclamation pour inverser la fonction i7. Autrement dit, cette fonction va tester si la variable session code n'existe pas. Et dans ce cas, nous allons renvoyer l'utilisateur vers le login pour qu'il se logue. Nous allons utiliser pour cela une fonction header et nous allons nommer la page de login comme page de renvoi. Nous enregistrons cette page. Nous retournons dans la page de login. Nous allons l'enregistrer maintenant dans notre nouvelle structure, donc mémorisation, puisqu'il s'agit d'une mémorisation. Et celle-ci aussi. Page privée. Et nous allons maintenant tester l'ensemble dans le navigateur. Cliquons sur Login. Je vais saisir un code erroné pour faire un test. Là, le système fonctionne correctement. Imaginons maintenant que nous désirions accéder directement à la page privée en l'occurrence. Nous voyons que dès que nous cliquons sur la page privée, le système renvoie automatiquement à la page de login. Saisissons maintenant le bon code. Et nous voyons que nous accédons à la page privée et que la mémorisation de la session a été effectuée. Nous allons maintenant nous intéresser aux bases de données. Pour commencer, je vous propose de faire une petite introduction sur les bases de données relationnelles. Le but d'une base de données relationnelle est de séparer les informations pour éviter les doublons ou les redondances. Pour cela, toutes les informations seront organisées sous forme de données relationnelles. Ces données relationnelles seront structurées à partir de tables, comme vous pouvez le voir ici, et de relations. Nous allons voir dans la leçon suivante comment élaborer ces structures. La base de données sera équipée pour cela d'un système de gestion de base de données relationnelle, le SGBDR. Ce système permettra de convertir les requêtes SQL qui seront envoyées par le serveur en expressions relationnelles afin d'effectuer des opérations sur les tables. Le résultat issu de cette requête sera ensuite renvoyé sous forme d'un jeu d'enregistrement au serveur